Bonjour à tous, je suis Anne-Laure Grosmollard, je suis rédactrice en chef adjointe de l'Actuariel, magazine que vous trouverez à disposition ici aujourd'hui. Donc le thème du jour seront les transformations sociétales. Elles sont légion et elles impactent les organisations et métiers tout confondus, donc le secteur de l'assurance et de la finance aussi. Dérèglement climatique, transformation démographique, développement numérique. Comment les entreprises orchestrent-elles ces transformations? Comment elles intègrent-elles dans leur quotidien? Comment elles y répondent? Comment elles font face à leurs clients, à leurs salariés? Comment elles œuvrent pour non seulement faire face à ces transitions, mais aussi et surtout en faire des leviers d'innovation? Nous allons y répondre, enfin, en partie, grâce à cette table ronde. Donc, je vous remercie d'accueillir Claire Léoté, directrice générale de Suravenir Assurance, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea. Isabelle Lebotte, directrice générale de la France Mutualiste Groupe Malakoff Humanis. Nicolas Denis, directeur général de Crédit Agricole Assurance. Et Jean-Laurent Granier, PDG de Generali France. Messieurs, dames, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre demande et à notre invitation. Nous allons entrer directement dans le vif du sujet avec vous, Claire Léoté. On va parler changement climatique et j'aimerais que vous reveniez sur notamment les épisodes des tempêtes Ciarán et Domingo et voir comment vous avez fait chez Suravenir Assurance pour faire face à cet événement. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Les événements Ciarán et Domingos pour Suravenir Assurance, c'était un vrai chamboulement. Ce sont les événements les plus importants, les événements climatiques les plus importants de toute l'histoire de notre entreprise qui fêtera l'année prochaine ses 30 ans. Ce sont plus de 30 000 sinistres qui ont été déclarés. Alors, il y a d'autres compagnies d'assurance à mes côtés qui sont très grandes. Suravenir Assurance est une compagnie, on va dire, de taille intermédiaire. Et pour vous donner une idée d'ordre de grandeur de ce que ça peut représenter pour nous, en règle générale, en fait, on ouvre 12 000 sinistres par mois chez Suravenir Assurance. Et en novembre 2023, on en a ouvert 48 000. Donc, quand on parle de transition, de transformation, on voit que face à ces événements de taille très importante, on a besoin dans les entreprises d'une très grande agilité, d'une capacité d'adaptation très importante pour pouvoir en fait multiplier par 4 en fait, sa capacité de réponse en quelques heures, hein, parce que finalement sur ces événements climatiques, bien évidemment, on est prévenu très peu de temps à l'avance. Alors, comment on s'organise en fait face à ces situations? Ce sont d'abord des moments de grande cohésion d'équipe, de grande cohésion, donc de mobilisation des équipes. En fait, si je me remets en novembre 2023, je vois bien toutes les équipes de Suravenir Assurance au téléphone. Donc ça veut dire que toutes les équipes indemnisation, bien évidemment, là, la question ne se pose pas, mais aussi les équipes de souscription, mais aussi les responsables des ressources humaines, les comptables, les actuaires. Globalement, toute l'entreprise prend le téléphone pour répondre à l'urgence, au désarroi, d'ailleurs, des assurés dans ces moments-là. Ça fonctionne très bien pendant quelques jours. Pendant quelques jours, on peut avoir cette presque effervescence de l'entreprise, cette entraide, cette solidarité qui se déploie et qui s'est étendue d'ailleurs au sein de notre groupe Crédit Mutuel Arkea, puisque nous avons des collègues du groupe qui sont aussi venus en entraide. Mais assez rapidement, en fait, il faut arriver à remettre les collaborateurs sur leur poste de travail, puisque dans ces moments de crise, on a besoin aussi que l'entreprise continue à avancer. J'avais besoin, si je parle de
peut-être des activités qui nous concernent plus particulièrement aujourd'hui. J'avais besoin de mes équipes actuarielles pour pouvoir revoir les coûts moyens d'ouverture des sinistres, pour pouvoir commencer à évaluer la charge à l'ultime de l'événement, etc., etc. Donc on ne peut pas maintenir tout le monde sur le téléphone. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que quand on parle de ces moments de crise, et on sait qu'avec le dérèglement climatique, elles vont arriver de plus en plus souvent, ces crises sont très visibles pendant quelques semaines, mais en fait durent pendant des mois dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette période? Peut-être ce qui est intéressant à voir, c'est que en tant que directrice générale, et puisque c'est la table ronde des directeurs généraux, ce qui était intéressant pour moi à observer sur cette période, c'était le fonctionnement en fait du collectif du comité de direction. Moi, je suis convaincue que le fonctionnement que l'on va trouver au sein du comité de direction va être, soit un élément d'accélération du fonctionnement de l'entreprise, soit va freiner l'action de l'entreprise. Et donc, dans un moment de crise, on a besoin d'avoir un comité de direction qui fonctionne sans tension, de façon très fluide, avec à la fois chacun dans son rôle et dans son expertise, mais aussi à travailler ensemble tout le temps dans l'intérêt commun. Et donc, j'ai eu beaucoup de joie en fait, à observer pendant la période en question ce comité de direction qui fonctionnait de cette façon-là. Ma crainte, c'était que dans cette période, les égos, et on sait que les dirigeants peuvent avoir des égos parfois qui peuvent être très, très présents, en fait, les égos des uns et des autres se sont estompés pour permettre justement à l'entreprise de fonctionner vraiment au mieux. D'accord, ça c'est pour le moment de crise. Sur le fonctionnement pérenne, qu'est-ce que ça a impliqué chez vous? C'est assez récent comme événement, mais est-ce que vous en avez tiré des leçons? Oui, on en a tiré des leçons. Alors, peut-être que je peux partager avec vous un sujet qui m'a hanté en fait pendant cette période de crise. En fait, sur ce mois de novembre, je me suis dit que j'avais là une tempête qui normalement avait une période de retour d'une vingtaine d'années à peu près. Mais, et vous êtes bien placé pour le savoir, il n'y a rien qui l'empêche de se survenir de nouveau le lendemain. Et je me suis dit que si j'avais une autre tempête ou un autre événement climatique de taille similaire qui allait survenir avant la fin de l'année 2023 ou même en début d'année 2024, là, j'étais vraiment en difficulté. Et c'était, quand je le dis maintenant, je me dis, on était peut-être un peu aveugle sur ces sujets-là, mais on n'avait pas projeté, en fait, dans nos plans de crise, cette possibilité d'avoir 2 événements climatiques coup sur coup. On savait gérer un événement climatique, je pense qu'on l'a plutôt bien géré, mais gérer 2 coups sur coup, on ne savait pas faire. Et donc, on a mené des exercices de retour d'expérience qui nous ont permis de déployer de nouvelles solutions de gestion des événements de grande ampleur, qui nous ont permis de tirer tous les enseignements sur notre capacité à projeter la charge à l'ultime des événements. Et on a aussi lancé, ou plutôt accéléré, nos travaux pour bien comprendre en fait, notre exposition aux différents risques, notamment risques climatiques, et les évolutions potentielles pour les années à venir. Donc tout ça, en fait, toutes ces réflexions ont alimenté nos travaux sur notre plan stratégique que l'on vient juste de déployer début 2025 et qui nous amènera jusqu'en 2030. Donc vraiment un moment de forte accélération dans l'entreprise, une prise de conscience sûrement aussi sur le fait que ces moments de crise vont être de plus en plus présentes. Et il faut absolument que l'on soit armé pour y répondre et être présent pour nous assurer dans ces moments si importants. Merci Claire. Jean-Laurent Granier, justement, l'adaptation des entreprises, l'adaptation du monde de la société, c'est l'un des axes du Climate Lab. Pourriez-vous nous en parler, nous expliquer un peu sa jeunesse, parce qu'il commence à être un peu vieux quand même, ce Climate Lab, par rapport au changement climatique et à tout ce qui se passe, et son fonctionnement?
Merci pour la question. Bonjour à tous. C'est très impressionnant de se retrouver au congrès des actuaires devant un amphi plein à ras-bord. On m'a même dit qu'il y avait 2 autres salles qui, en duplex, suivaient la chose. Donc ça, on discutait avec Nicolas Denis, on disait que ça nous rappelait beaucoup de choses parce qu'on a connu un certain nombre de congrès des actuaires. Et alors pour parler de l'actualité, donc nous avons créé chez Generali il y a 10 ans le Generali Climate Lab. L'idée c'était d'avoir une unité de recherche internalisée dans l'entreprise qui nous permette d'anticiper et de comprendre à la fois les ressorts du changement climatique et son impact sur la sinistralité, et en même temps de développer des stratégies qui permettent auprès de nos clients d'anticiper. Alors, quelques éléments pour appréhender le sujet. On a développé beaucoup de géo-intelligence parce que, bien sûr, les moyens techniques, les datas disponibles permettent de comprendre le risque d'exposition aux événements climatiques d'ampleur ou aux événements climatiques soudains. Et ceci, c'est à base de géolocalisation, c'est à base de précision, où on connaît à la fois les coordonnées des risques, également leur altitude, etc. Ça se combine ensuite avec des dispositifs de photos satellites et bref, tout ce que l'on peut avoir comme données qui sont pour beaucoup d'ailleurs en open source, mais qu'ensuite il faut savoir interpréter, archiver et puis confronter à la réalité des sinistres qui se réalisent. C'est aussi des compétences qui ne sont pas que actuarielles, donc les actuaires sont indispensables, notamment quand ils s'orientent sur la data, mais également des compétences de météorologues, de géographes, de climatologues qui vont apporter leur contribution parce qu'ils ont une vision longue de ces phénomènes et de leur déformation. À cet égard, c'est l'occasion de dire quelque chose. Quand on a eu fait ce travail, au début, c'était un travail technique. On s'est dit ça va être utile pour identifier nos risques, pour calculer dans notre modèle interne, notre SCR Agnard. Ça va être utile pour préciser nos tarifs, être plus précis, plus pointu, etc. Ensuite, on s'est dit que ça permettait de développer une démarche de prévention et qu'on allait donc pouvoir développer un système d'alerte en temps réel vis-à-vis de nos clients. Donc, on a développé un Generali Prévention Météo, un système avec Predict qui nous permet d'informer nos clients. On envoie plus de 3 millions de SMS par an lorsque des événements d'ampleur s'approchent et de les combiner avec des recommandations sur fermer les issues ou bien monter à l'étage, etc., etc. Et on a été heureux de voir que certains témoignages disaient que ça leur avait été extrêmement utile. Il y a même des gens qui ont dit que ça leur des personnes âgées qui ont dit que ça leur avait sauvé la vie de penser à monter à l'étage supérieur de leur habitation. Donc on a utilisé le résultat de ce travail comme élément de prévention. Et ensuite, on s'est dit que dans une démarche sociétale, il était bien de ne pas le garder pour nous. Et c'est ainsi qu'on a créé un site internet qui s'appelle Ensemble face au risque, aujourd'hui décliné pour l'ensemble des particuliers sur le territoire métropolitain et demain pour les professionnels aussi. C'est incessant. Et là, c'est un site internet auquel tout le monde peut avoir accès. Pas besoin d'être client Generali, pas besoin de donner l'autorisation qu'on vous relance sur des opérations commerciales, etc. Et en renseignant précisément votre adresse, vous avez un diagnostic immédiat d'exposition aux risques naturels, une synthèse des éléments des attitudes de prévention qui peuvent être les plus importantes et éventuellement une petite récap qui est envoyée par SMS ou par mail d'une manière synthétique pour comprendre son exposition au risque. Par exemple, ce site est utile pour des gens qui vont acheter une résidence principale ou secondaire et voudraient comprendre leur exposition au risque. Donc là, c'est parti d'une volonté de comprendre et ça s'est prolongé dans une démarche de prévention, dans une démarche sociétale aussi de sensibilisation au risque. Et dernière chose, en termes de réparation, lorsqu'il y a des événements importants, ça nous a permis aussi d'arriver à l'idée de développer des partenariats avec des entreprises spécialisées, notamment l'entreprise de Belfort, qui est assez connue dans le domaine, pour avoir des stratégies précises de mise en sécurité des biens de nos assurés. Intéressant de souligner que, par exemple, lors des grands événements de grêle de 2022, qui ont été très nombreux, la stratégie de protection et de bâchage avec des matériaux spécifiques que nous avions développés a permis de mettre en sécurité et de limiter fortement la charge sinistre sur les dégâts consécutifs à la grêle et qui peuvent être en termes d'inondation,
détérioration supplémentaire, etc., etc. Donc finalement, le Generali Climate Lab, c'est un peu l'emblème de notre démarche d'analyse du climat, et je ne conclurai pas cette réponse sans dire que les Parisiens qui lèvent la tête, lèvent les yeux, voient régulièrement le ballon Generali qui s'élève au-dessus du parc André Citroën et qui est un laboratoire volant. Ce n'est pas un objet publicitaire, c'est un laboratoire volant qui a été conçu en commun avec le CNRS et avec un certain nombre d'autres organismes. On est en train de travailler avec le Centre européen Copernicus sur justement les mesures que nous pouvons faire à partir de ce type de réalisation. Donc beaucoup de pédagogie, de l'information, de la communication, de la sensibilisation. Vous allez jusqu'à même poser le principe de prévention comme un prérequis à l'assurabilité, notamment en termes de changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mécanisme et ce concept au regard, par exemple, du régime des CatNat? Alors, le débat sur l'assurabilité, il s'est posé lorsque la prise de conscience a commencé à se faire jour de ce que peut-être certains éléments allaient devenir non assurables. Alors, les éléments qui vont devenir non assurables, c'est le trait de côte, c'est les endroits où on sait que peut-être la Terre va disparaître et que de ce fait, il y a des questions à se poser. Et nous, notre credo est de dire il faut faire en sorte que par une attitude de prévention, par une attitude de réflexion en amont, on augmente la résilience, on augmente l'assurabilité de tout un chacun. On ne veut pas d'une situation à la californienne où, après avoir eu une intervention publique qui visait à caper les tarifs, finalement, les assureurs sont retirés, c'est ça qui s'est passé en Californie, et donc les habitants ont pris l'habitude, d'une part, de ne pas être assurés parce qu'ils ne trouvaient plus d'assurance, et d'autre part, puisqu'il n'y avait plus de diagnostic préalable, de construire ou d'acheter des maisons dans des endroits exposés aux incendies. Et finalement, avec les conséquences que l'on connaît et qui ont été dramatiques, avec un niveau de non-assurance très élevé. Notre credo est de dire que la prévention est une condition de l'assurabilité, c'est-à-dire que se poser la question de comment est-ce qu'on anticipe, comment est-ce que l'on se prémunit des risques, va être une manière qui va permettre de maintenir la capacité à s'assurer. Prenons un exemple qui va monter en puissance dans les années prochaines et qui commence à être compris par nos concitoyens, qui est le retrait gonflement des argiles, hein, le risque lié à la sécheresse et à la subsidence. Le fait de faire des recherches sur comment, en amont, protéger les bâtiments. Et de ce fait, avec la mission des risques naturels, la Fédération des assureurs travaille là-dessus. Comment imaginer qu'il faille que la végétation ne soit pas trop proche des maisons pour risquer de créer des désordres supplémentaires. Comment anticiper sur la manière de construire et de faire des fondations suffisantes, etc., etc. Donc pour nous, il y a un véritable credo consiste à dire le changement climatique est là, ses conséquences seront inévitables. Il faut à la fois en tirer des conséquences, des conclusions au plan de l'équilibre général du système, et donc le partenariat public-privé du régime CatNat est à ce titre absolument indispensable. Il faut le maintenir. Alors là, je ne vais pas aller sur un commentaire sur les dernières idées baroques qui ont été annoncées de remplacer la MRH par une sécurité sociale de je ne sais quoi, de l'habitation pour les risques climatiques. Donc, ça veut dire que c'est un pays où on sait fabriquer des déficits, et une fois qu'on a ce savoir-faire bien ancré, on cherche des nouveaux territoires où on pourrait l'appliquer. Mais sans aller jusque-là, le maintien du partenariat public-privé est une bonne chose. La sauvegarde du système des catastrophes naturelles qui a été, j'allais dire, enclenché par le fait d'augmenter la surprime CatNat jusqu'à 20% en dommages était une nécessité. C'est insuffisant parce que ça capture la réalité du risque et des équilibres économiques à un instant donné. Ce qui est important, c'est de faire comprendre, de faire une pédagogie et d'anticiper chacun sur son portefeuille de risque en disant quelle est l'influence que les décisions, les équipements, les comportements peuvent avoir sur les risques. Et il y a de très nombreux risques sur lesquels les décisions ont un impact extrêmement fort. C'est le cas du RGA. C'est le cas des tempêtes aussi, avec la manière dont on protège la maison, les issues, etc. C'est le cas de la grêle aussi, en fonction des types de couverture qui sont choisis, etc. etc. Il est important de considérer qu'il y a une stratégie à développer à partir de nos analyses.
D'accord. L'idée étant qu'on n'exclut personne, c'est aussi le credo, pour reprendre votre mot, de Crédit Agricole Assurance. Nicolas Denis, si on parlait d'une population, d'une profession particulière, on pourrait même dire des professions, que sont les agriculteurs que vous connaissez bien, le changement climatique, c'est quoi pour eux? Ça représente quoi pour eux en termes de risque? Alors, c'est un élément absolument essentiel. Vous savez, moi je pense que les agriculteurs, c'est un peu les moines soldats du dérèglement climatique ou du changement climatique. C'est-à-dire, à la fois, c'est les premiers touchés partout sur tous les territoires, et en même temps, c'est eux qui ont en grande partie un certain nombre d'éléments d'adaptation qui vont leur servir d'abord, mais aussi nous servir et pour toute la société. Donc il est essentiel d'avoir une profession agricole en forme, au-delà des sujets de souveraineté, et surtout qui continue à faire face pour nous nourrir et à faire face aussi pour permettre à la société de s'adapter. Alors l'agriculteur, et pour aider cette profession, l'objectif, et c'est là où on rejoint le sujet de l'assurabilité, ça a été d'abord de rendre cette profession assurable. Et c'était le travail qui a été fait par l'ensemble de la profession des assureurs, et plus particulièrement effectivement Groupama et Crédit Agricole Assurance, pour avoir un dispositif d'assurance climatique avec l'État, donc dans un mode partenariat public-privé, qu'on vient d'évoquer, qui soit pérenne et durable, et de passer d'un taux d'assurabilité de 20-25% et qui n'est pas suffisant pour avoir de la masse, un taux de 60%. Et depuis 3 ans, chaque année, on gagne 5 à 10 points et on en est plutôt très heureux. Le deuxième élément par rapport à cette profession, et ça permet d'éviter l'image d'Épinal qu'on peut avoir quand on est intrapériphérique, c'est que c'est une profession ultra connectée. L'agriculteur, il suit son exploitation avec son mobile à 100% maintenant. Il est vraiment tout dessus, quel que soit son type d'exploitation, et totalement du coup orienté data. Et donc ça nous permet de mesurer, puisqu'on est devant des actuaires, il est essentiel d'apporter de la mesure et d'intégrer dans nos modèles, par exemple, des exploitations non assurées pour continuer à travailler le risque et d'innover. Et l'innovation, c'est l'assurance paramétrique. L'assurance paramétrique en agriculture, ça existe depuis plus de 10 ans. Ça a été créé par Crédit Agricole Assurance Pacifica avec les satellites Airbus qui permettent de faire de l'assurance prairie en prenant des photos régulièrement de toutes les prairies françaises. Et ça a été intégré dans l'assurance climatique et on en est très fiers. Et puis le troisième élément, et là ça fait appel plutôt au modèle que nous défendons, et je ne suis pas le seul à cette table puisque Claire est à mes côtés, mais c'est le modèle de banque assurance et le modèle de banque assurance intégrée pour pouvoir accompagner l'agriculteur face aux risques climatiques et l'accompagner en particulier sur les thématiques de prévention. Le fait d'être un banquier et un assureur, ça permet d'avoir un double regard, d'accompagner l'amont des risques financiers, d'accompagner l'amont des risques climatiques, mais aussi d'avoir des dispositifs de résilience spécifiques adaptés à la profession. Ces dispositifs justement très adaptés ou ces actions de prévention, vous en avez quelques exemples à nous donner? Alors, on a des exemples qui sont très territoriaux. Le propre de la prévention qu'évoquait tout à l'heure Jean-Laurent, c'est que c'est une prévention vraiment au niveau du risque, qui est très adaptée. Les exemples qu'il donnait au niveau des risques, par exemple, d'habitation, le montrent. C'est-à-dire entre 2 habitations qui sont à 1 rue d'écart dans une commune, il y en a une qui peut être très risquée et l'autre pas du tout. Sur une exploitation agricole, c'est la même chose. Donc le premier élément en exemple, c'est de développer un diagnostic de vulnérabilité des exploitations avec un vrai dispositif de conseil, ce qu'on appelle trajectoire agri au sein du groupe Crédit Agricole, complètement validé par les chambres d'agriculture et qui nous permettent de faire un diagnostic 360 de tous les risques de l'exploitation. Et tous les risques se répondent. On a des risques financiers, des risques climatiques, des risques variétals, etc. Le deuxième élément, c'est d'avoir des préventeurs de territoire qui soient sur les territoires et pour toutes les exploitations qui sont en capacité de donner des conseils en amont. Donc ça prend du temps, c'est un vrai investissement, parce que ce sont des conseillers, c'est coûteux, mais ça apporte de la valeur aux clients agriculteurs et ça apporte de la valeur du coup pour son exploitation et pour le développement de son activité. Et ce qui nous anime, c'est bien cette combinaison entre une analyse territoriale vraiment fine et la capacité à avoir cette vision 360, vision du banquier et vision de l'assurance. Pierre Léoté,
Quand on a préparé cette table ronde, on a parlé donc des actions de prévention et notamment de l'importance des échanges, de la coopération et de la transparence avec les clients et les distributeurs. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots là-dessus? Oui, tout à fait. Oui, ça fonctionne. Sur ces sujets, ces transitions, ces transformations qui sont en cours, il y a quand même un travail important de pédagogie, d'accompagnement à mener avec l'ensemble des parties prenantes. Alors, Sur Avenir Assurance fait partie du groupe Crédit Mutuel Arkea, groupe coopératif, mutualiste, territorial, entreprise à mission. Et donc, à ce titre, on a un engagement, une obligation encore plus forte, quelque part, d'être présent pour bien accompagner nos différentes parties prenantes dans ces transitions qui sont en cours. Ça passe par, effectivement, le fait d'avoir des études, soit les nôtres, soit des études de place, mais solides, pour pouvoir avoir effectivement un socle de connaissances sur ces sujets de transition et notamment de dérèglement climatique qui génèrent beaucoup de craintes et beaucoup de peurs. Donc il s'agit là de dépasser les craintes et les peurs, de se poser en fait sur les faits, ce que l'on sait de ce qui va se passer à l'avenir, avec l'humilité que l'on peut avoir sur ces sujets, et puis de se projeter ensemble en fait dans cet avenir qui sera sûrement un peu différent de ce que l'on a connu jusqu'à maintenant. Et donc, nous avons un travail à mener main dans la main avec nos distributeurs, là, les fédérations du Crédit Mutuel Arkea, pour les accompagner en fait dans cette évolution qui est déjà en cours. Il faut qu'ils appréhendent les sujets qui ont déjà été évoqués, de prévention notamment, mais aussi des sujets d'évolution tarifaire qui seront bien nos sujets dans les années à venir, pour s'assurer qu'on puisse continuer effectivement à être présent dans l'ensemble des régions. Ça passe par effectivement la prévention, mais la prévention ne fera pas tout. Ça passera aussi par des travaux sur les tarifs pour permettre à la fois d'avoir une rentabilité ou un résultat technique acceptable pour l'assureur, et garantir en même temps l'accessibilité dans tous les territoires pour les Français à ces produits d'assurance. Dans les études que l'on a pu mener en interne, quand on se projette à horizon 2050, on n'a pas décelé de difficultés trop importantes, on va dire, à ce stade, d'assurabilité, d'accessibilité à l'assurance pour les Français. Quand on prend le climat, ce que l'on imagine aujourd'hui à 2050, on se dit que les évolutions tarifaires en lien uniquement avec les climats sont absorbables en fait pour la grande majorité des Français, mais pas pour tous. Et c'est peut-être ça le sujet qui va beaucoup nous animer aussi dans les mois et les années à venir, c'est comment protéger particulièrement les populations les plus fragiles dans ces moments de forte transformation qui nous attendent face à effectivement l'augmentation du risque dans les années à venir. Merci. Isabelle Lebotte, nous allons parler avec vous d'une autre transformation sociétale qui est importante, donc qui est plutôt démographique, notamment par le biais du vieillissement de la population. Quand on dit pour tous, je vous entends déjà dire aussi pour toutes. Donc nous allons parler aussi de la place des femmes. Une sorte de moine soldat aussi. Notamment pour l'éducation financière, qui est l'un de vos mantras. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu vos propos et l'objectif de cette démarche. Ok, bah écoutez, merci déjà. Bonjour à tout le monde. Alors moi j'ai un gros défaut, je ne suis pas actuaire. Mais je suis hyper heureuse d'être là aujourd'hui et puis très heureuse de retrouver mon premier professeur en assurance, Jean-Laurent Granier, il y a quelques années, mais je n'en dirai pas le nombre. Effectivement, on est dans un moment démographique qui est très important parce que vous le savez tous, en 2030, 21% de la population en France aura plus de 60 ans. Aujourd'hui, les soixantenaires, moi j'aime bien partager ce chiffre qui est très simple à retenir, plus de 60 ans, 60% de l'épargne immobilière, 60% de l'épargne financière. Il va y avoir un effet lié à la pyramide des âges, un transfert de richesse, mais ça c'est mondial, hein, c'est pas que français. Je crois qu'au niveau mondial, dans 10 ans, il y aura 7 800 milliards de dollars qui vont transiter. Donc on voit que c'est un momentum hyper important.
On est en plus, nous, dans un système en France, vous le savez, des engagements de l'État, un modèle quand même de protection sociale qui est un peu chahuté. Donc une prise de conscience nécessaire des Français et des Français. Après, je parlerai des Françaises, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas bouder ce plaisir. Des Français sur la nécessité d'épargner. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, on commence à regarder un peu les chiffres. Aujourd'hui, étude de l'OCDE, alors c'est un questionnaire mondial, hein, on interroge les gens et on dit voilà, c'est quoi votre niveau en éducation financière et votre niveau de connaissance de l'épargne. On obtient en France la note de 12. Alors, il n'y a que des bons élèves dans la salle. Moi, quand j'avais 12, on me disait que j'avais médiocre. Et en fait, on considère qu'il faut avoir 14 pour faire des choix éclairés. Donc, on sait qu'on a un sujet. En plus, l'épargne, l'argent en France, on n'en parle pas. On n'en parle pas à l'école. Ça reste un sujet extrêmement tabou. Aux États-Unis, quand vous êtes en CE2, enfin l'équivalent du CE2, vous avez un exercice à faire. Et ça, c'est valable pour tout le monde, de vendre de la limonade à vos voisins. Bah, ça semble très basique, mais au moins on apprend à ce que ça veut dire un plus, un moins, et être confronté finalement à un premier modèle économique. En France, ce n'est pas le cas. Donc c'est un vrai sujet. Donc c'est important, nous, en tant qu'acteurs de la finance, d'investir sur l'éducation financière. Alors ça passe bien évidemment par nos réseaux, ça passe par des applis. Nous, on a lancé une petite appli, je suis très contente du nom, donc je vais le partager, ça s'appelle Flouze, qui permet en fait de... Elle marche pas mal, on l'a fait avec mon petit placement parce que c'est important aussi d'être connecté aux acteurs du digital et ça permet en fait via de la gamification d'apprendre ce que c'est que l'épargne et ça va jusqu'à des très très hauts niveaux. Moi je suis pas sûre d'avoir encore passé le dernier niveau, vous voyez, donc c'est assez compliqué. Pour cet été on prévoit un cahier de vacances, des cahiers de vacances de l'épargne. Donc voilà, donc ça je pense que ça doit être une responsabilité collective de tous, de savoir comment est-ce qu'on simplifie notre discours et comment on rend finalement l'épargne pas comme un sujet d'angoisse, mais un sujet de préparer sereinement son avenir. Les femmes donc, pourquoi sont-elles à part? Alors les femmes. Alors moi, je vais commencer par vous parler de ma mère. Et là, vous allez dire, ouh là là, une femme de plus de 50 ans qui commence à parler de sa mère, ça va être du lourd. Non, non, vous inquiétez pas. En fait, il y a le 13 juillet 2025, on va fêter les 60 ans de l'autonomie financière des femmes. Donc, je vous parlais de ma mère parce que je me suis fait la réflexion ce matin en réfléchissant à ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Donc, il y a 60 ans, ma mère, quand elle a commencé à travailler, elle a commencé à travailler en 64. C'est son père qui a signé son contrat de travail et elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte bancaire. Donc, c'est important, je trouve, de se rappeler ça. Donc, finalement, l'enjeu des femmes, alors je ne dis pas qu'il est moins important en éducation financière que celui des hommes, mais il est extrêmement spécifique. Et c'est vrai qu'il y a un sujet qui me tient très à cœur, qui a notamment été illustré par Titouan Lecoq. Alors maintenant, quand vous êtes recruté chez Malakoff Humanis ou à la France Mutualiste, la première question qu'on vous pose, c'est « Connaissez-vous la théorie du pot de yaourt ?» Alors, j'entends rien dans la salle. Visiblement, ce n'est pas connu. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, ce qui se passe, c'est que donc, les femmes sont différentes des hommes, ça, ce n'est pas une nouveauté, mais elles ont un rapport à l'argent un peu différent et socialement, par rapport à l'argent, on leur demande un rôle extrêmement différent. La femme, elle gère le budget, l'homme, il investit. Et face à une situation de séparation, ça peut exister, hein, même si on sait que les mariages d'amour, c'est une invention récente, mais quand même. Après une séparation, les femmes perdent en moyenne 20% de leur niveau de vie, alors que les hommes perdent 3%. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça fait partie de l'éducation financière, dans le couple, il faut parler d'argent. Ce n'est pas un sujet tabou, ce n'est pas nuire au romantisme, hein, ce n'est pas parce qu'on s'aime moins ou qu'on s'aime différemment, c'est juste se préparer à l'avenir qui va faire que face à des situations de vie, ça peut se déséquilibrer. Donc il faut parler d'argent. Et c'est vrai que je pense que culturellement, et ça c'est un problème parce que c'est vraiment extrêmement culturel, moi j'ai l'habitude de dire
que les séries télévisées américaines n'ont pas forcément aidé les femmes, parce que vous savez, dans Jessica Parker, etc., on les présentait toujours, dès qu'elles avaient un peu d'argent, elles allaient s'acheter des chaussures ou s'acheter des robes. Mais effectivement, c'est comme ça qu'on parle souvent d'épargne aux femmes. Quand vous regardez les newsletters qui parlent d'épargne aux femmes, on va leur parler comment optimiser ton budget, comment profiter des soldes, mais on ne va pas lui parler investissement. On va pas lui parler épargne. Alors certes, elles ont un petit peu moins d'argent parce qu'elles épargnent moins. Et puis bon, il y a des écarts de rémunération qui quand même ont tendance à se tasser grâce aux politiques de nos groupes. Mais aujourd'hui, ce rapport à l'argent, il est extrêmement différent. Donc ça, il faut, nous, qu'on prenne parole sur ce sujet, qu'on éduque, qu'on avance. Et la bonne nouvelle, c'est que quand les femmes elles s'intéressent au sujet, ça c'est une étude qui est sortie par Trade Republic sur 4 millions de personnes en Europe, eh ben, elles se placent mieux. Pourquoi ? Parce qu'elles diversifient plus, elles sont moins chpileuses, donc effectivement, elles font moins d'actions, mais elles ont un investissement plus responsable, plus diversifié, et sur une dizaine d'années, mais on voit qu'elles peuvent gagner 2% de plus. Donc 2%, je ne vous fais pas l'offense du calcul sur 10 ans. Je suis face à des acteurs, vous calculez tous plus vite que moi. Donc voilà, donc ça c'est un sujet de conviction. Et la théorie du pot de yaourt, pour revenir à ça, c'est quoi ? C'est que finalement, madame, elle paye les pots de yaourt, monsieur, il investit dans la maison ou dans la voiture, et quand il y a une séparation, c'est elle qui perd. Voilà. Merci. Merci Isabelle. L'éducation financière, donc, mais aussi l'évolution démographique, c'est le vieillissement de la population, on l'a dit tout à l'heure. Comment garantir le bien vieillir demain ? Jean-Laurent Granier, je vous donne la parole. Oui, pour faire le lien avec le propos d'Isabelle, je suis très content que cette table ronde ait été faite avec un équilibre homme-femme parmi les dirigeants de l'assurance. Ce que vous voyez à la table ronde n'est pas représentatif du marché. Le nombre de femmes dirigeantes dans l'assurance est très inférieur à ce qu'il est dans d'autres professions et est encore très en retard. Voilà, il y a du boulot de ce point de vue-là. Et j'en profite, c'est l'occasion de le dire, aussi dans la profession d'actuaire. C'est pour ça que chez Generali, on a cofondé le développement de la chaire Femmes et Sciences à Dauphine avec Elias Jouini pour favoriser la présence des femmes dans les métiers STEM, les métiers scientifiques, technologiques, etc. Parce qu'il est exact que ça crée des déformations, y compris lorsqu'on modélise des comportements, y compris lorsque l'on essaye d'anticiper sur les besoins de la population, et j'en viens à la démographie. Le fait d'avoir une immense majorité d'hommes dans les actuaires, même si ça commence à s'améliorer un petit peu, mais c'est pire dans les métiers technologiques, sur l'intelligence artificielle, etc. Ça crée des biais qui ensuite sont très longs à redresser. Bref, alors, si on parlait de la théorie du pot de yaourt, on pourrait parler de la théorie des ceintures de sécurité dans les voitures qui ont été conçues par des hommes pour les hommes, ce qui veut dire que dans un certain nombre de cas, ça pose des problèmes aux femmes sur lesquels, bon, ce serait long de détailler, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Je reviens à la démographie. Le bien vieillir, c'est à la fois prendre en compte la structure de notre société, prendre en compte le problème des retraites et de son financement dont parlait Isabelle, et donc de la culture qu'il faut pour aller là-dessus. Mais c'est également, en tant qu'assureur, offrir des solutions pour toute cette silver economy, c'est-à-dire cette économie du grand âge. Alors, nous, on a divisé le sujet en deux. C'est d'ailleurs visible dans l'organisation de notre entreprise chez Generali France, puisqu'on a une direction générale dédiée à la prévention santé et une autre dédiée à la retraite. Et au passage, et une dédiée à l'épargne aussi, où on a un partenariat avec Olympe, qui est un conseiller en gestion de patrimoine important, qui s'intéresse spécifiquement au comportement d'épargne des femmes. J'aurais regretté de ne pas l'avoir dit, et surtout la fondatrice d'Olympe m'en aurait fait le reproche, je le sais, et elle aurait eu raison. Pour revenir à la prévoyance et santé, il y a énormément à faire pour, là encore, faire de la prévention, anticiper sur les problèmes de prévoyance et les questions liées à l'évolution de la démographie. À ce titre, le Covid a été une rupture qui a provoqué une nouvelle orientation des statistiques sur les arrêts de travail et ceci augmente avec l'âge.
le fait de à la fois bien accepter l'augmentation de l'âge dans l'entreprise et ensuite de bien préparer l'étape d'après, et notamment la retraite et ensuite la dépendance, ça fait vraiment partie des sujets clés stratégiques pour les assureurs. Ça joue un rôle aussi dans l'économie générale. Parmi les différents problèmes dont on parle aujourd'hui, il y a celui de la sécurité sociale, de son déficit chronique et croissant. Les pathologies liées au vieillissement, ça va être une charge pour la collectivité qui va augmenter de 20 milliards d'euros d'ici une dizaine d'années, 20 milliards d'euros supplémentaires qui s'ajoutent aux 30 milliards d'euros supplémentaires nécessaires au financement du système des retraites. C'est donc un sujet de société, c'est un sujet extrêmement sérieux. À l'inverse, puisque j'étais sur le credo de la prévention auparavant, on peut voir que 1 euro investi dans l'entreprise sur le bien-être au travail, sur l'accompagnement de la maturité des seniors, 1 euro investi, c'est 13 euros économisés en arrêt de travail ou en indemnisation derrière, soit par l'entreprise, soit par la sécurité sociale. Et donc, on voit qu'on a là un sujet vraiment extrêmement important. Chez Generali France, on a décidé, pour aller plus loin dans la définition ou l'élaboration de solutions en réponse à ce phénomène démographique qui est inexorable, on a investi dans une plateforme qui est Future for Care. Donc l'idée, c'est on a cofondé en fait une plateforme, un accélérateur de start-up avec Capgemini, Orange et Sanofi. L'idée, c'est de combiner les savoir-faire et les compétences d'un assureur qui comprend la démographie, le temps long, la data, un laboratoire qui comprend les pathologies, une spécialiste des télécommunications qui permet de gérer les échanges en temps réel et un spécialiste du code, des algorithmes qui est Capgemini, pour voir comment est-ce que l'avancée technologique peut aider à interpréter des signaux, à faire de la prévention, à intervenir beaucoup plus tôt. Et on incube dans Future for Care, donc qui est un lieu très intéressant, qui est dans le 13e arrondissement près de la Seine, mais qui est aussi une plateforme numérique. On incube toute une série de startups qui travaillent dans ce domaine-là et qui amènent des solutions supplémentaires qu'ensuite, via nos offres en assurance collective, on va proposer de déployer en entreprise, et notamment par exemple Avipsy, qui est un élément sur la santé mentale qui aide à faire des soins personnalisés. Donc voilà comment est-ce que nous appréhendons le sujet de la démographie. Un dernier mot sur la retraite. Nous, on a créé un FRPS, comme un certain nombre de nos confrères chez Generali France. On a le 4e FRPS du marché qui fait 21 milliards d'encours, et on considère qu'avoir une ligne de produits dédiée à la retraite pour accélérer cette tendance avec la création du PER, les 120 milliards d'encours qui sont dessus, ça fait aussi partie des réponses que nous, en tant qu'assureurs, on doit apporter au marché. Merci beaucoup. Nicolas Denis, le bien vieillir, c'est aussi une question essentielle pour Crédit Agricole Assurance. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'actions de prévention de ce que vous faites? Alors, c'est évidemment une question essentielle. Alors, c'est d'abord une question essentielle en réponse, en complément de ce qu'a dit à la fois Jean-Laurent et ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure, c'est que ce choc des soixantenaires qui possèdent 60% du patrimoine, ils vont tous devenir octogénaires. Et ils vont toujours posséder 60% du patrimoine, même peut-être un peu plus. C'est un choc absolument gigantesque, vous êtes tous actuaires, sur les transmissions de patrimonial. Et donc, c'est un choc gigantesque pour les encours de nos compagnies d'assurance vie françaises. Et donc, cet élément est vraiment, puisqu'on parle de la transformation dans cette table ronde, vraiment capital pour l'avenir de nos métiers. Et on y travaille au quotidien, évidemment, avec toutes les banques partenaires du groupe Crédit Agricole à nos côtés. Alors après, sur le bien vieillir, on a été très sensible, et Isabelle parlait des femmes et du bien vieillir. Celles qui vieillissent le plus longtemps, ce sont des femmes. Et notre enjeu, ça a été de considérer que quand on est le groupe Crédit Agricole avec des caisses régionales réparties partout en France, il faut que nos clientes puissent rester le plus longtemps possible proches soit chez elles, soit proches de chez elles. Et donc, on a créé un nouveau métier, Crédit Agricole Santé et Territoire, qui est incubé et qui a été incubé par Crédit Agricole Assurance. Et ce nouveau métier investit dans des dispositifs d'accompagnement du bien vieillir à domicile ou du bien vieillir proche de chez soi,
avant d'aller dans le vieillir en EHPAD, ce qui est quand même moins bien vieillir. Hein. Je pense que vous l'avez tous en tête. C'est pour ça qu'on a récemment investi dans Petit-Fils. Hein. On vient de l'annoncer la semaine dernière pour pouvoir permettre vraiment un dispositif d'accompagnement à domicile de tous nos clients et de toutes nos clientes partout sur le territoire. Que nous sommes également au capital de 7 familles, qui est un dispositif de colocation régionale dans des maisons de 12 à 13 colocataires seniors avec un accompagnement très territorial. Voilà, tout ce qui a du sens sur un territoire plutôt que d'aller exiler nos anciens loin de chez eux, loin de leur famille. Et on sait malheureusement que ça produit l'inévitable. Donc ça, c'est le dispositif sociétal. Et puis, je vais parler peut-être d'un autre angle qui est le dispositif RH. C'est-à-dire comment, en tant qu'employeur, on aide nos collaborateurs à aider justement leurs parents, parce que la situation d'aidance explose pour les raisons que l'on vient d'évoquer. Et donc on a été dans les premières entreprises à signer des contrats avec nos partenaires sociaux pour permettre l'aidance, pour donner des jours spécifiques de congé, pour permettre du travail à temps partiel mais mieux rémunéré, et avoir des dispositifs aussi de service pour les collaborateurs en situation d'aidance. Et je ne sais pas s'il y a dans cette salle des personnes qui sont en situation d'aidance, très probablement, parce que les chiffres sont quand même assez exceptionnels malheureusement, et ils sont souvent cachés. C'est quelque chose qu'on a du mal à extérioriser. Et nous, on travaille là-dessus pour permettre l'extériorisation de la situation d'aidance. Et on a depuis 15 ans un partenariat avec un appel à projet en mécénat pour aider les aidants. Cette année, c'est le 15e appel à projet autour de la santé mentale. Donc à la fois la dispositif sociétal, du bien vieillir le plus proche de chez soi et si possible chez soi, et dispositif évidemment exemplaire en tant que politique RH. Merci beaucoup. Je vais m'excuser déjà parce qu'on devait parler un peu de risques psychosociaux qui sont très importants, mais il nous reste 10 minutes. Et on a un autre sujet majeur aussi par rapport au développement technologique qui est l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je fais 2 minutes, même pas 30 secondes pour dire que nous avons, donc le dernier actuariel est un spécial IAG et vous le trouverez là en avant-première disponible sur le congrès, donc n'hésitez pas à le lire. Isabelle Lebotte, je vais commencer avec vous. L'IA, c'est important pour la France mutualiste et j'aimerais bien que vous expliquiez un peu les enjeux que ça a chez vous, aussi bien en tant qu'organisme par rapport à des clients, mais aussi en tant qu'organisation interne. Ok, alors effectivement, comme tout le monde, on fait de l'IA. Hein. Il y a quelques années, si on ne faisait pas de digital, c'était compliqué, c'était ringard. Maintenant, il faut absolument faire de l'IA. Donc, comme tout le monde, on a l'IA dans notre plan strat, hein, que ce soit chez MH ou à la France Mutualiste. Et effectivement, on utilise l'IA pour optimiser nos process, pour optimiser notre référencement digital, pour aider nos équipes d'actuariat, nos développeurs, etc. Mais moi, je pense que, en tout cas, moi, je tiens à profiter de ce Cénac pour faire un petit peu un pas de côté et peut-être et rebondir sur ce que Jean-Laurent a dit tout à l'heure dans un second temps. Déjà, l'IA, c'est important, on ne peut pas y échapper, on se l'est dit. Maintenant, on est quand même dans un métier très réglementé, il ne faut pas l'oublier, donc on n'ira pas jusqu'à des modèles algorithmiques prédictifs, hein, comme dans le e-commerce, qui vous pousse le nouveau bouquin à acheter parce que vous avez acheté je ne sais pas quoi sur Amazon. Moi, j'aime bien dire que dans notre métier, en fait, l'IA, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, cette référence, je ne sais pas qui c'est, mais je l'aime beaucoup. Peut-être que d'ailleurs, c'est l'un de personnes autour de la table. C'est que pour moi, l'IA, c'est un peu comme un GPS, en fait, en tout cas, notamment pour les réseaux, mais qu'après, que ce soit ou les équipes actuarielles, mais après, on a quand même quelqu'un qui tient le volant. Et ça, c'est important de garder ça. En plus, les gens, les clients, ils aiment bien hein, tout ce qui est moderne, tout ce qui est digital, etc., souscrire dans son canapé, etc. Mais de temps en temps, on touche quand même à des sujets importants, des sujets où il peut y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'angoisse aussi. Et donc, de temps en temps, ils aiment parler à des gens. Et ça, c'est pas moi, il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a une dernière étude Argus Capgemini qui est sortie. En gros, ça disait est-ce que vous avez envie de parler à un robot? Les gens disent non. Enfin, ouais, c'est assez. Bon. Donc moi je crois vraiment à cet équilibre un peu subtil en fait sur l'intelligence artificielle entre oui effectivement le digital, l'IA quand c'est utile, mais l'humain quand c'est essentiel. Et ça je pense que c'est important à avoir et à partager ensemble.
Ensuite, la question que vous me posiez, c'était est-ce que l'inclusion, comment est-ce qu'on gère finalement l'inclusion, la discrimination, et ça va revenir sur ce que tu disais, Jean-Laurent, par rapport à l'IA. Alors, j'ai écrit un papier pas plus tard que ce matin dans l'Opinion là-dessus, avec Aurélie Jean, parce que c'est un sujet que je trouve extrêmement important, notamment pour vous qui êtes souvent à l'origine des modèles algorithmiques. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, je vous prends un exemple, parce que moi j'aime bien parler d'exemples assez concrets, je trouve que c'est ça qu'on retient. Aujourd'hui, vous demandez un crédit, il vaut mieux être un homme qu'une femme. C'est bizarre, hein, mais pourquoi? Alors ça, c'est effectivement, tout le monde a en tête le modèle de l'Apple Card qui a déjà de quelques années, où en fait, à revenu équivalent, une femme avait 20 fois moins de chances d'avoir le crédit qu'un homme. Donc en 2020, c'était pas il y a si longtemps. Pourquoi? Parce que en fait, les jeux de données, vous le savez, ça réfléchit, ça travaille sur des données existantes, mais qui à la base sont biaisées et discriminatoires. Donc du coup, ça ne fait que reproduire une forme d'injustice. Et moi, j'aime bien dire que finalement, l'injustice étant humaine, elle devient algorithmique. Et ça, c'est important d'être extrêmement vigilant là-dessus. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, certains d'entre vous, moi, je n'ai pas eu la chance d'y aller, mais Vivatech, l'intelligence artificielle, plein de choses qui vont très vite, qui vont dans tous les sens. Mais attention à ne pas reproduire les fantômes du passé. Attention à ce que l'IA, qui est nourrie de données biaisées, nous invite et reproduise des choses extrêmement discriminatoires. Et ça, c'est votre responsabilité à vous, hein, dans la salle aussi. Donc, il faut absolument que ces solutions soient inclusives, lisibles, accessibles. Et ça, moi, j'ai la faiblesse de penser que tous, collectivement, on en est responsable et on en est redevable. Donc, travaillons ces sujets-là, soyons vigilants à ne pas faire de ces outils une reproduction des inégalités. Merci beaucoup. Des outils accessibles et plus démocratiques, ça vous parle aussi, Jean-Laurent Granier, en termes d'IA? Ça passe par quoi pour vous? Oui, ça me parle beaucoup parce que c'est une révolution qui est devant nous. Cette révolution, on la vit en tant que citoyen. On doit en anticiper ou essayer d'en comprendre toutes les implications en tant que professionnel. Et ensuite, avoir également de l'humilité par rapport à tout ce que ça va imposer comme transformation dans une entreprise en tant qu'employeur. Effectivement, je pense que l'une des caractéristiques de l'intelligence artificielle telle qu'elle va être désormais disponible, qu'elle est désormais disponible, y compris générative, c'est qu'elle est extrêmement démocratique. Lorsqu'il y a eu la révolution de la data, on a dans nos entreprises embauché des data scientists, formés à la data, etc. Ça restait l'objet d'un petit nombre, parce qu'il fallait maîtriser des techniques de codage, il fallait comprendre, etc., etc. Et c'était la longue évolution de quelque chose qui avait démarré avec l'analyse des données et avec tout ce que l'on avait appris autour de tout ça. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle mise à disposition de tout le monde, à travers tous les systèmes, Copilot, Meta, etc., que vous avez en tête, c'est quelque chose qui peut être activé par tout le monde. Et donc, organiser l'accès à ça dans l'entreprise, faire en sorte que les gens ne se sentent pas dévalorisés ou déconnectés, mais en même temps comprendre ce que ça peut apporter, c'est vraiment un enjeu clé pour l'ensemble de nos organisations. Et je pense que cette dimension démocratique, cette dimension qui va apporter quelque chose à tout le monde, y compris du confort dans le travail, c'est un élément qui est majeur et dont les conséquences, pour l'instant, on ne fait qu'effleurer la surface de comprendre ce qui va se passer demain. C'est la raison pour laquelle nous, on a décidé d'essayer d'être le plus inclusif possible dans ce déploiement. C'est un enjeu de performance collective. Et donc, on a engagé une formation de 3500 de nos salariés, on a acheté des licences Copilot, etc., pour dire que dans tous les métiers, il y avait un intérêt à faire ça. Et je suis convaincu pour ma part que en regardant l'évolution et la conséquence sur les comportements, on va se rendre compte d'une évolution dans l'allocation du temps de chacun de nos collaborateurs. C'est-à-dire le temps qui est dédié à de la recherche documentaire, le temps qui est dédié parfois à de la mise en forme, le temps est dédié à
préparer des slides, et, évidemment, puisque moi, quand un jeune actuaire, ou d'ailleurs un de mes enfants, me demandait qu'est-ce qu'il devait faire, prendre comme orientation, je disais fais attention de ne pas devenir un slider, parce que c'est un métier en temps plein, et c'est un métier dont la valeur ajoutée parfois est un peu une question. L'intelligence artificielle, je vois qu'il y a un murmure dans la salle, effectivement, c'est un bon sujet pour perdre son temps collectivement en réunion. Mais l'intelligence artificielle permettra justement de réduire très fortement une partie aride du travail, une partie sans grande valeur ajoutée, mais pourtant intelligente, qui consiste à accéder à de l'information, à la synthétiser, à vérifier un certain nombre de corrélations, et ensuite laisser plus de temps à la réflexion, à l'analyse, et à tirer des conclusions à partir d'une information qui est mise en forme et qui est désormais accessible. Alors, moi, ce que je vois dans notre entreprise, c'est qu'on fait un très gros effort de formation autour de tout ça, de travail sur les cas d'usage, de voir comment est-ce que ça peut à la fois améliorer la productivité des équipes, et ce n'est pas un gros mot, et en même temps le confort de travail, parce que l'esprit va trouver à s'employer sur des sujets plus intéressants. Et on voit que nos collaborateurs ont de la réponse par rapport à ça. Les 2 tiers d'entre eux, on les a interrogés, pensent que effectivement l'IA générative va changer leur travail, et les 2 tiers de nos collaborateurs l'utilisent déjà, dont on va dire plus d'1 tiers au moins une fois par semaine. Donc c'est un début, mais c'est un enjeu pour nous. Et pour Merci beaucoup. Je vous coupe juste pour que Nicolas Denis puisse aussi donner... Pardon. Justement, je pense que ça va être très complémentaire avec votre réponse, ne vous inquiétez pas sur ce que vous faites, vous, pour l'IA. Bon, très complémentaire avec les propos à la fois d'Isabelle et de Jean-Laurent. Hein. Moi, j'ai coutume de dire sur l'IA que plus il y a de l'IA, plus il y a de l'IH. Hein. Plus il y a de l'intelligence artificielle qui est tout sauf intelligente. Parce que l'intelligence, c'est le cœur, c'est les émotions. Plus il y a besoin d'IH et donc d'intelligence humaine. Donc ça, c'est absolument essentiel. En tout cas, c'est le mantra que l'on poursuit au sein du Crédit Agricole. Plus généralement, en fait, la transformation digitale, c'est notre obsession, parce qu'on a une table de directeurs généraux et vraiment très sincèrement devant toute la salle, je pense que chaque jour qui passe, on parle de techno et on pense techno avec tous nos collègues, et que ce soit en comité de direction, en COMEX ou autre. C'est vraiment une obsession, parce que le digital, c'est pas une option, c'est le langage du quotidien avec nos clients, et ce qui nous anime, c'est l'obsession client et le fait d'être au tempo de l'évolution de cette société qui incontestablement accélère sur ce thème-là. Donc c'est 3 éléments essentiels. D'abord, c'est beaucoup d'investissement, parce que nos belles et grandes maisons qui ont toutes un certain âge, même si c'est encore des âges de maturité, pas forcément des centenaires, mais certaines quelquefois, on a des socles technologiques anciens. Et donc, on doit redoubler d'investissement pour mettre nos socles technologiques au tempo de la data, du digital et de l'IA. Et c'est vraiment des centaines et des centaines de millions de plus chaque année. Deuxième élément, c'est la façon de travailler. C'est-à-dire, quand vous regardez Amazon, hein, c'est eux qui ont inventé le concept de la double pizza team, qui est très connu dans les informaticiens. C'est la façon de travailler autour de 2 pizzas avec 2 fois 6 personnes et pas plus, et de tout faire dans cette configuration-là. C'est un peu compliqué dans nos entreprises. Hein. On a encore des cycles très différents et très longs. Et pourtant, c'est l'enjeu. Quand Trade Republic se lance, en 6 mois, ils prennent une part considérable du marché. Revolut a pris 5 millions de clients sur la banque de proximité en France en 2024. C'est absolument gigantesque. Hein. Donc, on a besoin d'accélérer, et pour ça, de transformer la façon dont on travaille entre les métiers, les actuaires que vous êtes, les informaticiens, sans aucun doute. Et puis après, se mettre dans un vrai mindset de transformation continue. On est trop dans un mode projet, puis après, hop, le projet est terminé, on recommence. Et puis, évidemment, le parcours client qu'on a fait il y a 4 ans après, il est totalement obsolète. Donc, on a besoin de le refaire. Donc, on a besoin d'être dans ce mode de produit. Alors, pour vous donner quelques exemples, par exemple, aujourd'hui, 85% des sinistres auto pour Crédit Agricole Assurance sont déclarables en moins de 5 minutes sur l'appli. Hein, donc ça, c'est très significatif. Et du coup, ça permet d'augmenter de 30% le traitement en termes de délai pour les sinistres.
On fait 25% de nos versements libres maintenant directement sur l'appli mobile. C'est gigantesque. Et puis, on a 20% de nos contrats en assurance dommage qui sont issus du digital, dont maintenant, pour certains produits, 15% en total self-care. Donc vraiment, ça se transforme très très vite. Et ce sujet, il est vraiment autour de l'humain et des compétences et de la façon de travailler. Et dans nos belles et grandes entreprises, c'est ce qu'il y a d'essentiel, mais aussi de plus difficile. Merci beaucoup. On va grappiller une dernière minute avec vous, Claire Léoté. Vous vouliez parler justement de la place des actuaires au niveau de l'intelligence artificielle. Quelles sont vos convictions par rapport à ça? Et on conclura là-dessus. Oui. Bon, merci de me donner ce mot de la fin. Moi, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est que ça m'a frappé ce matin en arrivant. Hein, c'était marqué IA. Et je me suis dit, IA, mais on fait une conférence sur l'IA. Mais non, l'IA, c'était l'Institut des actuaires. Et avant d'être l'intelligence artificielle, l'IA, c'était l'Institut des actuaires. Donc, je pense que vous avez un rôle primordial, essentiel à jouer dans cette transformation qui est en cours. Nous, en tant que DG, je pense que notre rôle est de vous équiper d'une puissance de calcul que vous n'avez pas connue jusqu'à maintenant, pour vous permettre en fait d'avoir les bons outils pour ces accélérations à venir. Et je pense à l'intervention très inspirante en début de matinée du docteur Ruffin qui disait « Attention de ne pas se diriger trop rapidement sur la technique, sur la technologie. Votre sujet d'abord, c'est l'humain. » Je trouve qu'avec vous, avec les actuaires, en fait, nous avons déjà dans les entreprises nos éclaireurs. Vous êtes là pour nous guider dans les décisions que nous prendrons, pour nous assurer aussi que les approches que nous allons déployer dans les années à venir seront justes, équilibrées pour l'humain. Et on a eu beaucoup d'échanges ce matin autour de cette table ronde sur comment on s'assure d'embarquer en fait tous les pans de la société avec nous dans cette aventure. En fait, vous êtes les éclaireurs, vous avez ce rôle-là dans l'entreprise. Et si jamais vous avez la crainte que l'IA allait venir vous remplacer, moi, je peux vous dire que ce n'est vraiment pas le cas. Je pense qu'on a toujours autant besoin de vous, peut-être plus besoin de vous encore que par le passé, pour nous aider à affronter et trouver des bonnes solutions pour ces transformations encore à venir. Donc, bravo à tous les actuaires. Merci beaucoup. Jean-Laurent, vous vouliez ajouter un dernier mot? 30 secondes pour une anecdote de congrès des actuaires que vous ne trouverez pas dans ChatGPT. Dans les années 90, Michel Rocard avait été l'invité vedette d'un congrès des actuaires. Il venait de publier un dictionnaire de la vie politique. Et à la fin du congrès, il avait dit que dans la prochaine édition, il rajouterait quelque chose à la lettre A. A comme actuaire, avec comme définition « mérite le déplacement ». Merci à vous tous. Est-ce qu'on peut grappiller éventuellement 5 minutes pour faire des échanges avec la salle s'il y a des questions? Oui, on me dit oui. Est-ce que vous avez des questions éventuellement à poser? Ou est-ce que c'était très clair? Allô? Allô? Ah oui, j'ai une question ici. Voilà, merci. Alors, merci pour ces exposés. Je voulais revenir un petit peu sur vos réflexions sur l'épargne. Vous avez à la fois évoqué le fait qu'on était dans une société qui allait vieillir, qu'il fallait un peu plus épargner. On a parlé aussi un peu des FRPS et puis des dispositifs de type PER, enfin autrement dit tout ce qui va être retraite complémentaire. Alors j'ai deux questions en fait. La première, c'est est-ce que vous, en tant qu'entreprise d'assurance, vous avez le sentiment que l'assurance va être un peu le relais de la retraite par rapport à la retraite de pilier 1 et pilier 2? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, est-ce que on a bien compris qu'on allait dans une société vieillissante, qui allait beaucoup épargner. Est-ce qu'on n'a pas des craintes à avoir sur les performances de l'épargne, puisque quelque part, cette épargne sera quand même le reflet d'une économie. Donc, si c'est une économie où il y a beaucoup de gens qui ont de l'épargne et qui attendent des retours de cette épargne, est-ce qu'on n'a pas à craindre en fait, d'avoir des chocs majeurs du fait de ce vieillissement? Je peux m'aventurer un premier élément de réponse. D'abord, c'est une très belle question et c'est tout à fait d'actualité puisqu'on est dans un conclave des retraites qui pourrait avoir un aboutissement peut-être favorable avec tous les caveats du moment. Et c'est un moment important parce que
Je pense que tous dans cette salle, on croit à la retraite par répartition. C'est un élément essentiel de la solidarité et de la protection sociale à la française. Et nos parents, nos grands-parents vivent très bien leur retraite aussi grâce à ce dispositif, mais qu'il est temps d'y insuffler à des éléments nouveaux, alors nouveaux pour nous, hein, pas nouveaux dans d'autres pays, autour d'un petit soupçon de capitalisation pour sauvegarder à long terme ce système. Et en cela, évidemment, l'assurance vie à la française et les compagnies d'assurance vie françaises au sens très large du terme ont leur rôle à jouer plus que jamais, à la fois avec des dispositifs traditionnels d'assurance vie épargne, des dispositifs de FRPS et autour du PER, qui est un excellent produit, avec des essais excellents, parce que c'est plusieurs types de produits, ou des nouveaux dispositifs potentiels qui pourraient voir le jour. Donc, sans aucun doute, c'est un bon moment et c'est le moment qu'on va prendre dans les mois et les années qui s'ouvrent. Alors, sur le deuxième sujet de la performance, en fait, le moment qui est ouvert, et ça fait le lien avec le rapport Draghi, avec tout ce que l'on doit faire en Europe pour favoriser la souveraineté européenne, et la transition de notre société, ça nécessite des investissements massifs et c'est des investissements avec des nouveaux risques. Et du coup, comme il y a des risques, il y a aussi du rendement. Et donc le sujet, il est plutôt de trouver une façon d'investir tous ensemble, de plus investir en Europe qu'ailleurs dans le monde, et avec des projets qui vont produire du rendement. Donc moi, je ne crois pas du tout à un déclin des rendements parce que la société vieillit, la société va vieillir et elle épargne, mais elle va pouvoir épargner dans des projets qui sont essentiels à la transition et qui vont apporter du rendement. Quand vous faites un projet éolien offshore, aujourd'hui, vous avez du rendement. Quand vous faites un projet de biomasse de proximité pour aider l'agriculture française, vous avez du rendement. Quand vous faites des projets immobiliers innovants et décarbonés, vous avez du rendement. Donc, c'est plutôt ces éléments-là qui vont nous porter. Moi, je voudrais aussi rajouter un point, c'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de transition démographique, on n'a pas parlé de transition écologique. Et c'est vrai que je pense qu'à un moment, il va falloir faire le pont. Et je pense que nos aînés peuvent prendre conscience de leurs responsabilités aussi pour aider leur génération future à avoir une situation avoir une société plus juste, plus propre. Et moi, je voudrais citer ce qu'on fait, par exemple, autour de la défense en ce moment, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui faisait polémique hein, il y a quelques temps. Et alors, c'est vrai que moi, si je regarde le portefeuille dont on s'occupe, où il y a beaucoup de personnes âgées, et qui dit personnes âgées, dit pas beaucoup du C, on les a interrogés pour leur demander qu'est-ce que vous pensez des fonds défense, etc. Donc, et on a expliqué la démarche. Ils y sont favorables hein, parce qu'ils considèrent que c'est important aussi d'être acteur en fait du financement des entreprises. Et je pense que là aussi, on a quelque chose à faire en termes d'explication, en termes d'éducation, pour expliquer finalement comment l'épargne des Français elle est fléchée pour investir dans notre tissu industriel. Et voilà. Bonjour, j'ai une petite question sur l'IA et les actuaires. Vous nous demandez d'être humain, de rester humain. Vous nous donnez les moyens et on vous en remercie. Mais ce qui nous manque bien souvent, c'est d'avoir cet ancrage humain, de pouvoir le conserver. Et une façon de le conserver, ce serait aussi de pouvoir rentrer en contact avec les sociologues, pour bien avoir cette image de la société. Certains acteurs le font. À quand, dans une démarche qui se veut volontariste, humaine, mais aussi progressiste, on pourra avoir dans une même société, dans des mêmes services, des actuaires qui travaillent non seulement avec des géologues, des sociologues, et aussi des personnes qui sont capables de nous donner cette approche, de donner toute la compréhension de la complexité humaine. Merci beaucoup pour cette très belle question. Je pense que l'on peut partager cette ambition.
je suis convaincue, effectivement, que les actuaires ont un rôle essentiel à jouer, mais bien évidemment, vous ne pouvez pas apporter toutes les réponses seuls. Et je pense que c'est la clé, en fait, des transformations et des transitions bien appréhendées. C'est de se dire que l'on a besoin, en fait, de tous les talents, de toutes les expertises pour pouvoir, comment dire, traverser au mieux ces périodes et trouver les bonnes solutions. Et effectivement, sûrement, on a besoin de sociologues, on a peut-être besoin aussi de psychologues, on a peut-être besoin aussi, effectivement, de géologues, etc. Peut-être des expertises qu'on a plus l'habitude d'intégrer dans nos entreprises. Mais je trouve que c'est une très belle proposition. Et si je peux parler de ce que je souhaite de mes équipes d'actuaires, c'est que vous soyez en fait à l'initiative de ce genre de propositions, de venir vers nous pour nous dire ce dont vous avez besoin pour bien exercer votre métier dans ce climat, dans cet environnement qui change. Et donc, forcément, vous avez besoin de références demain, de relations différentes demain pour pouvoir continuer à très bien exercer votre métier et continuer à nous apporter tous les éclairages qui sont nécessaires. Merci pour la proposition. De par les problèmes et les transitions sur lesquelles on travaille en tant qu'assureur, l'assurance, c'est de la sociologie. L'assurance, c'est réfléchir sur la société, les risques qui la menacent, son équilibre démographique, la manière dont les comportements évoluent. L'assurance, c'est de la sociologie. Donc je rejoins complètement. Moi, ce qui m'a toujours intéressé dans l'assurance, c'est justement cette dimension sociologique. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup à vous quatre. Merci pour votre attention.